Donc, cette vidéo s'inscrit dans la suite des exercices qu'on faisait sur les circuits électriques. Jusqu'à maintenant, alors, il me semble qu'on avait fait sur la chaîne un circuit électrique. On avait étudié un circuit électrique RL, série, un circuit électrique RL en dérivation. Et ces deux circuits nous menaient à qu'on appelait une équation différentielle d'ordre 1. C'est quelque chose qui est qu'il faut connaître, mais qu'on va voir qui va être assez limitant parce qu'en fait, les équations différentielles d'ordre 1, c'est bien cool, mais on aimerait bien faire des équations différentielles de plus haut niveau, d'ordre plus élevé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un circuit LC. J'en ai pas terminé avec les équations différentielles d'ordre 1, donc avec des circuits qui vont mener à des équations différentielles d'ordre 1, mais j'aime bien, voilà, peut-être séparer pas tout faire d'un seul coup, parce que sinon c'est chiant pour moi aussi. Donc ici, on va parler de ce circuit ici, qui est un circuit LC série sans générateur. Alors c'est assez particulier, mais ça c'est possible physiquement parce que il n'y a pas que le générateur qui est capable on pourrait dire, qui est pas capable de générer du courant en tant que tel. Certains dipôles peuvent stocker de l'énergie. Alors, euh, par exemple, la bobine peut stocker de l'énergie. Et le condensateur peut également stocker de l'énergie. Alors, ils vont pas le stocker de la même manière, mais voilà, il faut savoir ça. Ici, on a affaire à ce qu'on va appeler un oscillateur harmonique. Heu, Oscillateur harmonique, qui est à différencier des oscillateurs amortis. On verra plus tard. Là, on va se concentrer sur un exercice, voilà, sur ces oscillateurs harmoniques. Et on va voir que peu importe que ce soit oscillateur harmonique et que ce soit oscillateur, amorti ou que sais-je, en fait, ben, on s'en fout un petit peu, la logique est toujours la même. C'est juste le nom qui change pour dire le type de circuit qu'on a. Alors, c'est bien de les connaître, hein, quand même, mais fondamentalement, si vous n'en souvenez plus, on s'en fout un petit peu. Alors, j'ai mis ici sur le côté quelques rappels de cours rapidement. Alors, on va passer à travers ça rapidement quand même, hein. L'équation différentielle d'ordre 1, ça a cette forme-là. Alors, on rappelle qu'on a la dérivée qui est mise en relation avec, enfin, une fonction dérivée qui est mise en relation avec sa fonction elle-même. Et on a de temps en temps un second membre. Alors là, si jamais les équations différentielles ça vous dit rien, attendez le cours de mathématiques. Sinon, euh, je vais faire une vidéo sur ça aussi, vite, peut-être, pour comment résoudre des équations différentielles, parce que je sais que moi, à l'époque, c'était peut-être un petit peu... Ça n'a pas été si logique que ça au début. Ensuite, une équation différentielle d'ordre 2. Alors, ici, c'est une équation différentielle d'ordre 2 qui est adaptée, on va dire, à notre cas, qui sont les oscillateurs harmoniques. Harmonique, pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas de dépendance à la dérivée simple. Heu, une équation différentielle qui aurait été, du second ordre et la plus générale possible aurait été celle-ci, du sur dt et qui aurait mis avec un facteur a ici justement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ici vous voyez bien qu'on a une fonction dérivée 2 fois, plus une fonction dérivée une fois, plus la fonction, on va dire mère, qui sont en lien. Ça, c'est caractéristique c'est une équation différentielle d'ordre 2. Celle que j'ai écrite ici, c'est plutôt une équation différentielle d'ordre 2 associée directement aux oscillateurs harmoniques. Donc, on verra ça par la suite. Ici, nos équations, qu'on va appliquer hein, la question 1 va tomber sur cela. On a les solutions classiques. Alors ça, je vais y revenir plus tard évidemment aussi. Et voilà, ça c'est la solution homogène associée à cette équation d'ordre 2, ici, SO2, hein, c'est pour solution de l'équation d'ordre 2. C'est la solution homogène. Attention, parce que je vous rappelle que quand on veut résoudre une équation différentielle, on doit faire deux étapes, hein. On doit d'abord résoudre l'équation homogène, puis ensuite résoudre l'équation particulière. Et en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette solution de l'équation homogène, peut se mettre sous trois formes différentes. La première, la deuxième ou la troisième, ça c'est à votre guise, c'est comme vous voulez. Après, moi, c'est pas mon problème. Faites ce que vous voulez. La pratique va montrer que cette première ici, solution de l'équation homogène va être beaucoup plus simple à utiliser, étant donné qu'on n'a pas de pi et de psi à l'intérieur d'un cos ou d'un sin. Et en fait, vous voyez bien que ici, on va dire, constante. Ici, il faut les déterminer grâce à des conditions initiales. Et le problème, c'est, allez-y,
Vas-y, va t'amuser à faire ça pour un cos-phi. C'est pas forcément facile alors. Je vous recommande plutôt d'utiliser la première si vous avez le choix. Et on va revenir sur ça pendant les exercices en tous les cas. Après, j'ai mis les petites énergies là, on verra si ça va nous servir. Normalement, ça devrait nous servir. Ok, donc là, on nous demande d'établir l'équation différentielle vérifiée par UC et la mettre sous forme canonique. Vous voyez que on demande toujours à peu près la même chose. On va, dans un circuit électrique, étudier une grandeur électrique, UC, I, UL. Bon, ici, le I, c'est le même qui passe par la bobine et par le condensateur, donc, donc l'intensité va avoir la même forme, on va dire. On donnera l'expression de la pulsation oméga 0. Alors, c'est une question qui est relativement, qu'on va aborder avec patience, on va pas aller trop vite. Alors, tout d'abord, quand on vous demande d'établir une équation différentielle, je ne sais pas si vous avez déjà vu celle avec la vidéo avec le circuit RL en dérivation, mais j'avais un peu jeté quelques méthodes que moi j'avais remarqué qui étaient utiles à utiliser quand on a, selon le type de situation. Si on a une seule boucle ici, donc si on a une seule maille, pardon, on va utiliser directement la loi des mailles pour mettre en relation tout ça. Alors, la loi des mailles, euh, ici, elle nous donne que pardon, je suis allé dans le mauvais sens, hein. C'est ce que j'ai toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais si on va dans l'autre sens, ici, on va suivre le UL, admettons, on a UL plus UC qui est égal à 0. Sur ça, normalement, je pense qu'on est d'accord. Donc, la loi des mailles, je vais mettre une abréviation ici LDM pour loi des mailles. C'est UL plus UC est égal à 0. Ça, normalement, c'est logique. Ensuite, ici, ce qu'on va pouvoir éventuellement utiliser, ça va être les lois courant tension. Alors, comment on va faire ça? Je vous rappelle que l'énoncé nous demande qu'on veut une équation différentielle vérifiée par UC de t. C'est-à-dire que celui-là, ici, on ne va pas le toucher. On a déjà soit cette chose-là ici, soit cette chose-là ici. Hein. Donc ce qu'on va modifier, c'est UL. UL, par définition, je vais noter ici, LDI sur dt. Donc c'est-à-dire que le UL, ici, je peux l'écrire comme ceci, et réécrire mon équation juste à la suite. Je vais essayer de, voilà, de mettre en violet, enfin, je vais essayer de mettre en couleur différente ce qui a changé entre chaque étape. Ok. Et ensuite, ici, bon, super, mais quand on arrive ici, on check rapidement si on a à faire une équation différentielle d'ordre 1 ou une équation différentielle d'ordre 2. Ici, la forme nous met en relation une dérivée simple et UC. Mais attention, ce qu'on a à l'intérieur de la dérivée, ce n'est pas UC. Donc, on n'a pas encore une équation. Ça, c'est pas ce qu'on appelle une équation différentielle. Ça ne met pas en relation la fonction ici UC et sa dérivée. Donc, on va devoir le remodifier. Autre chose qu'il faut aussi remarquer, c'est que comme le I est ce qui passe dans la bobine et dans le condensateur, on peut ici écrire cette relation ici, qui est égale à DUC sur DT. C DUC sur DT, pardon. Et donc ce I ici, on va le transformer donc, comme ceci. Alors, quand je fais ça, j'aime bien écrire D sur DT comme ça et mettre le I un petit peu entre parenthèses comme ceci. Mais en réalité, ce que j'ai marqué ici, ça va être C DUC sur DT. C'est ce que je viens de changer, hein, on est d'accord? Tac, voilà. Et là, magie magie, on a le UC qui apparaît ici. Donc on a bien une relation entre UC, la fonction, et une de ses dérivées. Alors le problème, c'est qu'ici, est-ce que c'est une équation différentielle d'ordre 1 ou d'ordre 2? Pour l'instant, je ne sais pas vraiment. Sauf que le C ici, le condensateur, euh, on ne nous dit pas que la capacité va varier au cours du temps. Donc on peut le sortir, parce que si ça ne varie pas au cours du temps, on a ici une constante. Quand vous dérivez 2x, bah, vous dégagez la constante devant et vous dérivez x. Bah, ici, ça va être exactement la même chose. On va avoir LC d sur dt, pardon, DUC sur dt. Et quand on dérive deux fois d'affilée UC, bah, c'est tout simplement sa dérivée seconde. Ce qui nous fait arriver avec ceci. Alors, mathématiquement, on pourrait essayer de s'amuser à prouver que ça c'est bien vrai, hein, ici. On va admettre que c'est bon. Tout simplement parce que déjà je sais même plus comment on fait. Mais voilà. Donc la dérivée de UC, c'est bien la dérivée seconde.
On est d'accord sur ça? Ici. Donc cette transformation-là est assez cruciale, hein, parce que ici, sur quoi on tombe, regardez, je vais l'encadrer, tac, ici, et on retombe bien sur quelque chose qui a cette forme-là. On a bien une équation différentielle d'ordre 2. Cependant, elle n'est pas sous forme canonique. Donc là, on va la mettre sous forme canonique. FC pour forme canonique, ça va être dans ce cas-là DUC carré dt carré plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Alors on n'oublie pas hein, qu'en fait on a divisé par LC ici, divisé par LC ici, divisé par LC de l'autre côté, sauf que 0 sur LC ça fait 0. Hein. Attention, parce que si on avait eu un générateur, on aurait eu un second membre, E, et on se serait retrouvé avec E sur LC par exemple de l'autre côté. Hein. Voilà, ça on prendra, il y aura très certainement un exercice qui va arriver qui va parler de ça. Quoi qu'il en soit ici, on trouve ceci, qui est bien une équation différentielle d'ordre 2. Alors elle est homogène cette équation, super, mais elle est bien sous forme canonique. Et donc, on a bien établi l'équation différentielle vérifiée par UC de t, bah oui, parce que c'est bien UC la fonction mère et on a une dérivée seconde en fonction de UC. On l'a bien mis sous forme canonique parce que, alors la forme canonique, hein, c'est toujours de cette forme-ci, ici. Alors là, c'est des équations différentielles sous forme canonique. Hein. Et on n'a pas fait ça. On n'a pas donné l'expression de la pulsation propre oméga 0. Bien qu'oméga 0, on le retrouve ici, que c'est le facteur d'ici. Donc par identification, alors moi ce que j'aime bien faire, c'est vraiment mettre l'équation différentielle sous forme canonique théorique, celle qu'on connaît de notre cours. Hein. Ça, c'est les trucs que vous avez vu dans votre cours, ça, normalement. Je la mets juste en dessous du résultat que j'ai trouvé et je compare, hein, tout bêtement. C'est-à-dire que là, on voit que, bon, ici devant notre UC2 sur DT2, ici j'oublie le 2, on n'a rien, ok. Par contre, devant le UC, on trouve bien que oméga 0 carré, c'est égal à 1 sur LC, et devant le 0, 0 égale 0. Ça, c'est bon. On tombe par conséquent sur oméga 0 carré est égal à 1 sur LC, ou autrement dit, oméga 0, parce qu'on nous demande oméga 0. Hein, attention, on ne vous demande pas oméga 0 carré. Si on vous avait demandé ceci, j'aurais bien voulu ça, mais là, on nous demande oméga 0. Ça fait bien racine de 1 sur LC, ou 1 sur racine de LC, comme vous voulez. Ça, après, c'est votre problème. Ok, donc, une première question. Alors là, j'ai très peu rédigé, hein, on est d'accord. Mais c'est essentiellement des suites de calculs qui sont relativement logiques, pas si compliquées que ça normalement. À faire attention, alors vous pouvez vous amuser à retrouver l'homogénéité de cette chose-là ici. Moi, je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas vraiment le temps, mais il y aura probablement une vidéo qui va arriver sur l'homogénéité de oméga 0 et de tous ces trucs-là, parce que c'est assez important quand même de vérifier l'homogénéité ici. Je connais à peu près, moi personnellement, les résultats qu'on peut avoir à la fin dans les oméga 0. C'est comme quand vous avez un taux qui est égal à RC, vous savez que ça, c'est RC, c'est une constante de temps classique. Ici, oméga 0 est égal à racine de 1 sur LC, c'est une pulsation propre classique. Donc, on s'en souvient. Par contre, dans des exercices qui sont un peu plus durs, qui demandent, on va plutôt avoir tendance à remontrer l'homogénéité. Donc, on le fera dans une autre vidéo, ça c'est sûr et certain. Pour l'instant, on a répondu à la question, c'est parfait. On a montré juste avant l'équation différentielle vérifiée par UC de t pour le circuit, qui est ce circuit ici, hein, qui est le circuit LC sans générateur série. On a montré que c'était une équation différentielle d'ordre 2, qui plus est homogène. Ça, c'est très important, parce que ça va vachement simplifier les calculs. Ensuite, on a trouvé l'oméga 0, qui est la pulsation propre associée à ce circuit, tout simplement par identification. Hein. Ça, faut savoir, c'est pas par cœur, c'est par identification à notre équation différentielle théorique, on va dire. Alors, c'est bien gentil de trouver notre équation différentielle, mais maintenant, on n'a pas fait ça pour s'amuser. Hein. On va devoir trouver la suite logique, c'est de résoudre cette équation différentielle. Pas la regarder comme ça, sans rien. C'est-à-dire que là, on nous demande, dans la question 2, c'est ce qu'on va nous demander, hein,
Tout d'abord, on nous dit, on suppose que le condensateur est initialement chargé à tension E0, la bobine est quant à elle déchargée. Établir l'expression de UC de T. En fait, ce qu'on vous dit subtilement dans les 2 premières phrases, c'est tout simplement les conditions initiales qui sont UC de 0 est égal à E0 et I de 0 est égal à 0. I0 égale 0, c'est parce que l'intensité dans une bobine est continue, et qu'en supposant que alors on avait, rien qui se passait dans le circuit avant, il y avait aucune intensité, et UC de 0 est égal à E0, c'est tout simplement la tension aux bornes de notre condensateur qui est initialement chargée à E0. J'espère que ça c'est clair, parce que alors si jamais c'est pas clair, bah, j'ai envie de dire dites-le dans essayez de me prévenir, dites-le dans les commentaires ou je sais pas quoi, pour qu'on fasse à la limite, des une petite vidéo rapidement pour, cette transition de phrases là, parce qu'on nous donne pas clairement les conditions initiales. Passer de ça à ça, c'est déjà, une certaine étape, hein. Donc maintenant que ça c'est OK, alors on va oup et là, on va le reprendre nos équations ici, les solutions de nos équations différentielles. Alors on va s'amuser à prendre celle-ci, hein, je le dis tout de suite, je prends pas les autres, hein, parce que les autres, j'en ai rien à faire. Moi, je prends toujours celle qui fait intervenir les 2 fonctions trigonométriques cos et sin, mais sans, on va dire, déphasage, parce que le déphasage, c'est assez chiant quand on a les conditions initiales. Mais à moins qu'on vous impose celle-ci ou celle-ci, prenez toujours la première. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que UC de t est égal à A cos oméga 0 t plus B sin oméga 0 t. Ça, normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, la chose qu'on va se demander, c'est comment on va faire pour... Parce qu'en fait, le principe d'avoir trouvé nos conditions initiales ici, c'est tout simplement de remplacer nos valeurs A et B ici, qui sont nos constantes. On est d'accord sur ça? Alors, ensuite, ce qu'il va falloir faire ici, ça va être tout simplement d'appliquer notre condition initiale. Donc, c'est-à-dire que notre, notre valeur ici, UC de t, si on l'applique en t égale 0, qu'est-ce qui va se passer? UC de 0, c'est égal à A cos oméga 0 fois 0 plus B sin oméga 0 fois 0. Par propriété du cos et du sin, ce qu'on obtient par conséquent, c'est ceci. Cos de 0, ça fait bon, comme ceci, on va pas passer, on va pas aller trop vite. Sin de 0, ça fait 0. Cos de 0, ça fait 1. On trouve par conséquent que UC de 0 est égal à A. Or, on a aussi notre condition initiale qui nous dit que UC de 0 est égal à E0. Par identification, on trouve que A est égal à E0. Vous êtes d'accord que si notre équation différentielle avec sa solution correspond à notre problème, il faut absolument que UC de 0 soit égal à ce UC de 0 là. Parce que sinon, on n'est pas en train de résoudre le bon problème. Donc voilà, là on vient de trouver le A. Maintenant, la mission, ça va être de trouver le B. Mais comment on peut faire pour trouver le B avec cette condition initiale ici, qui dépend de I? Alors la subtilité ici est assez, enfin il faut le voir une fois pour après se rendre compte de la supercherie, quoi, hein. Mais ici, si vous voulez, comment on peut, comment on a un lien entre UC de t et I de 0? À la limite, mettez la vidéo en pause parce que la réponse est sur l'écran. La réponse, je vais faire que vous avez mis en pause, elle est ici. En fait, on sait que I de t, c'est égal à C DUC sur dt. Donc, si on dérive UC de t, je vais réécrire UC de t, c'est égal à A cos oméga 0 t plus B sin oméga 0 t. On peut s'amuser à remplacer le A ici, mais on a déjà mis la valeur là, hein, donc je le remplacerai à la fin. Quand on dérive ceci, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, la dérivée de UC de t, c'est moins A cos, pardon, moins A oméga 0 sin oméga 0 t plus B oméga 0 cos oméga 0 t. Normalement, il me semble que c'est ça, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des dérivés, mais il me semble que ça doit ressembler à ça.
Ensuite, souvenez-vous qu'on a une condition initiale. Condition initiale, pardon, on va pas trop s'emballer. Là, on vient de trouver ceci. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? I de t, c'est égal à c fois ce truc-là. Donc ça va être égal à c fois a oméga 0 sin oméga 0 t. Alors c'est long à écrire, hein, franchement, et moi je le fais à souris, donc ça va se faire à la main. Ok. Et maintenant, on va détailler les étapes de calcul, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, on a ceci, plus CB oméga 0 cos oméga 0 t. Ok. Très bien, très bien. Euh, Excellent. Euh, donc maintenant ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va appliquer pardon, je trouve plus mon mot, notre condition initiale. Condition initiale qui nous dit que i de 0 est égal à 0. Or, i de 0, c'est égal aussi à ceci, et appliqué en 0. C'est-à-dire moins a c oméga 0 sin oméga 0 fois 0, plus cb oméga 0 cos oméga 0 fois 0. De la même façon qu'avant, pour aller peut-être un peu plus vite, ce qu'on obtient ici, c'est que on a cb oméga 0 qui est égal à I0. Or, comme on a affaire à notre problème et qu'on veut absolument appliquer les conditions initiales à notre problème, on doit avoir ces deux choses-là qui sont égales. C, qui est la capacité de notre condensateur, est nécessairement différente de 0. Oméga 0 est différent de 0 parce que c'est égal à 1 sur racine de LC. Alors, à moins qu'on ait L ou C qui soit égal à 0 et qu'on casse tous les maths, ça ne nous arrange pas. Donc, on trouve nécessairement que B est égal à 0. Donc, en utilisant la condition initiale UC de 0, on trouve la constante A, qui est égale à E0. En utilisant la condition initiale I0 est égal à 0, on trouve quoi ici? On trouve que B est égal à 0. Ce qui fait que... Alors ça, je vous invite vraiment à... Voilà, si jamais c'est pas si clair que ça, comment on trouve les conditions initiales, dites-le moi en commentaire, je vais faire une vidéo sur ça, pour comment trouver les conditions initiales. Si jamais c'est l'application des conditions initiales qui est aussi souvent un problème, le problème, dites-le moi également en commentaire et j'essaierai de encore plus détailler cette partie-là parce que voilà, pour moi ça me semble assez détaillé, mais si jamais ça l'est pas assez, faites-moi signe. Quoi qu'il en soit, à la fin on trouve ceci. Alors, on trouve donc je vais rappeler juste ce qu'on avait avant de faire tout ça, hein, parce que avant de faire tous ces calculs, on avait ceci. A cos oméga 0 t plus B sin oméga 0 t. Ok. On a trouvé A est égal à E0 par les conditions initiales, B est égal à 0 par les conditions initiales. Donc ce qu'on en conclut, c'est que UC de t est égal à E0 cos oméga 0 t. Ok. Voilà. Donc, c'est donc là, on va juste revérifier la question, hein. Établir l'expression de UC de t. Bon, bah, je pense qu'on l'a fait correctement. Bah, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vous demande d'établir l'expression de UC de t, il faut résoudre l'équation différentielle qu'on nous a demandé d'établir juste avant. Ok, donc j'ai renoté ce qu'on a conclu de la question 2 juste ici, et rapidement pour question 3, qui va être relativement rapide, en déduire l'expression de i de t. Donc là, on a fait toutes les questions établir, hein. Notez bien que les questions établir sont relativement longues, hein. Ça a dû prendre 10 minutes à expliquer, à tout casser, mais la première question, moi je vous recommande de passer 5 minutes, celle-ci peut-être 5 minutes aussi. Par contre, là, le en déduire, c'est que normalement, on a déjà toutes les informations. Alors, en déduire i de t, on sait que uc de t est égal à E0 cos oméga 0 de t. Ça, je pense qu'on l'éclaire absolument tout le monde. C'est, de toute façon, le résultat qu'on avait trouvé juste avant.
Et en déduire l'expression I de t, ici, alors je vais mettre en pause, mais la réponse est directement sur l'écran, on va utiliser ceci, comme on a utilisé tout à l'heure pour la condition initiale. Parce que vous savez que le lien entre la tension et l'intensité qui traverse notre condensateur, c'est ce truc-là, la loi courant-tension. Autant l'utiliser. On a I de t qui est égal à C DUC sur dt. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Alors là, on a UC de t. On va calculer sa dérivée. Donc, dérivée de UC de t, alors là, si vous n'êtes pas à l'aise avec les dérivées, ça va être le bordel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, qu'est-ce qu'on a ici? On a une fonction. Là, on dérive par rapport au temps, hein, on est d'accord? Donc, ce qu'on remarque, c'est E0, lui, ça ne va pas. C'est une constante. Donc, on le sort. On va dire qu'on va détailler un petit peu le calcul. Ça, c'est égal à ceci. Et on va devoir dériver par conséquent ce gros truc-là. Ok, E0 étant indépendant du temps, on peut le sortir. Si E0 était dépendant du temps, on aurait fait U et V. Dérivé de UV, U fois V, pardon, c'est U' V plus V'. U. Or, ici, c'est pas le cas. Ici, on a un truc qui ressemble à alpha U. Donc, parce que le E0 ici, c'est une constante. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec ceci, comme ceci. J'avais remarqué le E0. Voilà, on n'avait pas fini, hein. Et la dérivée d'un cos, alors, dérivée du cos ici, il faut bien se remarquer qu'on a cos U à l'intérieur. Cos U de t si vous préférez, hein. Et la dérivée de cos U de t, c'est, attention, moins U' sin U. J'espère que sur ça on est d'accord. Parce que qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer tout simplement E0 fois, on va dire, le moins U', donc c'est-à-dire que U de t c'est égal à oméga 0t. Donc U' de t, la dérivée de. C'est comme là, il faut réfléchir. Si U de t c'est égal à 2t, U' de t ça est égal à 2. Donc on garde la constante, hein, effectivement. Ici, vous avez oméga 0 de t, U de t, U' de t ça est égal à oméga 0. Donc ici, notre moins U', ici, ça va être moins oméga 0 sinus de oméga 0t. Ok, très bien, on n'oublie pas notre deuxième parenthèse, et ce qui nous donne que DUC sur dt est égal à moins E0 oméga 0 sin oméga 0t. Bon, c'est une expression qui est relativement dégueulasse, mais attention ici, on n'a pas fini. On vient juste de calculer la dérivée, qui est ici. Ok, bien que c'est ça qu'on a calculé, ne vous arrêtez pas là. On a bien quelque chose qui est homogène à une tension, hein. Enfin, pardon, une tension divisée par un temps. Donc ça, on pourra revenir sur ça plus tard, mais ça, c'est des radians par seconde. Radian fois seconde moins 1. Ici, ça, c'est une tension. Donc ça fait en tout tension sur seconde. Vous voyez bien que c'est bien égal à une tension divisée par 2 secondes, parce que c'est une dérivée DUC sur dt. Juste rapidement, un petit check comme ça pour voir qu'on était bien homogène à ce qu'il nous fallait. Et après, on a par conséquent I de t, évidemment, si j'écris pas bien, ça va pas aller, C fois l'expression qu'on a trouvée avant, donc c'est E0 oméga 0 sin oméga 0 t. Et là, on a trouvé le résultat qu'il nous fallait. Voilà, on a déterminé, on en a déduit l'expression de I de t. Vous voyez bien que on allait beaucoup moins loin en termes de calcul. C'était quelque chose de relativement très très rapide. Question numéro 4. Alors, on revient juste rapidement sur la question numéro 3. On a noté tout simplement l'intensité, la fonction qui définissait l'intensité. Et on a dit comment on a trouvé ça. On a fait C fois DUC sur dt. Question 4. On doit déterminer les expressions de l'énergie stockée par le condensateur et de l'énergie stockée par la bobine. Et c'est pour ça que je vous ai mis tout à l'heure ces énergies ici. On va pas les retrouver dans cette vidéo, on va juste utiliser on va dire les formules, hein. Mais il faut savoir que ça se retrouve tout à fait facilement euh, avec les relations courant-tension et la relation que vous avez entre énergie, puissance, temps et puissance, tension, intensité. Vous avez trois formules.
Loi de contention, loi de l'énergie, enfin, E égale P fois T et P égale U fois I, vous pourrez trouver ces deux formules-là. Quoi qu'il en soit, ici, ce qui nous intéresse, c'est de calculer, enfin, de déduire les expressions de l'énergie stockée par le condensateur et de l'énergie stockée par la bobine. Alors, on va commencer par ce qu'on nous demande, l'énergie stockée par le condensateur. L'énergie du condensateur, elle est donnée par 1 demi de C U carré de T. Et c'est là où vous voyez, alors ici, on devrait noter UC de T. C'est la tension qui est aux bornes du condensateur. C'est pas n'importe quelle tension qu'on va prendre dans le circuit. Donc remarquez bien que ici, pour utiliser cette formule-là, l'énergie du condensateur, c'est égal à 1 demi de C, capacité du condensateur, fois UC au carré, la tension du condensateur au carré. Ce qu'il faut bien remarquer dans cette formule-là, voilà, c'est ce C ici qui est assez important, mais remarquez bien que une fois que vous connaissez, moi, ce qu'on remarque ici, c'est que à quoi ça nous a servi de trouver UC de t et I de t? Bah, tout simplement, utiliser ces formules plus facilement. Parce que si, un exercice beaucoup plus dur aurait été déterminer les expressions de l'énergie stockée par le... Si vous voulez un exercice plus dur, vous répondez directement à la 5 sans les 4 questions précédentes. Ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement que vous disiez, ah, il faut que je calcule l'énergie. Ah, mais pour calculer l'énergie, il faut que je calcule UC. Si je dois calculer UC, je dois calculer, etc., etc. Il faut que je trouve la dépendance de UC en fonction du temps, et si je dois trouver la dépendance de UC en fonction du temps, il faut que je trouve l'équation différentielle. En fait, ce qui est assez important, on verra ça par la suite, mais c'est que ici l'exercice est relativement guidé. On vous dit de calculer UC, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi, mais si, c'est pour ça, après, c'est pour utiliser cette formule énergie du condensateur très facilement. Alors ici, on trouve limite très directement la formule pour le condensateur, parce on a 1 demi fois C fois, alors UC, c'est E0 au carré, cos oméga 0 de T, cos carré oméga 0 de T. Relativement simple, mais voilà, remarquez bien que on a en déduire les expressions de l'énergie stockée par le condensateur et de l'énergie stockée par la bobine, car on a fait ces trois questions au préalable, hein. Si on les a pas faites, et qu'on vous demande directement l'énergie, il va falloir se coltiner les trois premières questions, hein. Ensuite, énergie de la bobine, c'est égal à 1 demi de Li carré, et pas n'importe quel. Alors, le L, c'est lié à notre bobine, et I, c'est l'intensité qui traverse notre bobine, et comme par hasard, ici, c'est la même intensité qui traverse la bobine et le condensateur. Et comme par hasard, on vous a demandé de la calculer juste avant. C'est vraiment juste le hasard fait bien les choses, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit faire par conséquent? C'est 1 demi fois L, et on met tout simplement notre I de t au carré. Alors ici, je vais peut-être prendre un peu plus de temps parce qu'il y a un moins et un peu plus de trucs à l'intérieur, hein, on va dire. 1 demi de L, donc le tout au carré, on dégage le moins, fait C carré, E0 au carré, oméga 0 au carré, sin oméga 0 t, le tout au carré. Ok. Donc ça, c'est l'énergie de la bobine. Qu'est-ce que j'ai fait ici, hein? Comment j'ai fait? C'est que je sais que A fois B, le tout au carré, c'était égal à A carré fois B carré, hein, et etc., etc. Vous avez 3 ou 4, 5 termes à l'intérieur, hein. C'est exactement ce qu'on a utilisé ici. On a mis chacun des trucs au carré. Ne pas confondre avec A plus B au carré, hein. Ça, c'est des trucs de mathématiques assez simples et qu'il faut se souvenir. Donc voilà. Quatrième question, relativement facile si vous avez, comment dire, déjà fait la question d'avant. Alors ici, une petite simplification qui peut s'opérer, c'est qu'on sait que oméga 0 carré, on rappelle, hein, oméga 0 carré, ici on vous a pas demandé de le calculer pour vous torcher le cul, quoi. Oméga 0 carré, c'est 1 sur LC. Ok, donc c'est-à-dire que 1 demi, LC carré, E0 carré, 1 sur LC, sin carré oméga 0 t. Et là, on peut simplifier bon, un peu plus, hein, 1 demi, C E0 carré, sin carré oméga 0 t. Évidemment, effectivement, ça se simplifie un petit peu plus. Le L ici s'en va ici, le C ici vient supprimer le carré ici, on obtient bien ceci. Bon, pas quelque chose de... On va pas vous retirer des points parce qu'on n'a pas
vous n'avez pas vu cette simplification, mais cette simplification pourra peut-être être utile pour la suite. On verra. Ok, dernière question qui va être très très rapide. J'ai noté ici ce qu'on avait conclu dans la question précédente. On va dire que l'énergie stockée par l'ensemble du circuit se conserve. Bon, on vous a demandé de calculer les deux. Et là, il faut faire marcher un petit peu son cerveau. Alors, il faut se souvenir d'une chose. C'est pour ça que si vous vous souvenez pas bien des formules mathématiques, par exemple, hein, au hasard, cos carré A plus sin carré A est égal à 1, juste par hasard, hein. Si vous ne le savez pas ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, vous remarquez, si vous avez un œil aguerri, que tout ce truc-là ici, tout ce truc-là ici, c'est exactement la même chose. Et ça ici, ben, ça ressemble beaucoup à ça. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que si on somme les deux, l'énergie totale, c'est l'énergie de la bobine plus l'énergie du condensateur, ça normalement on est d'accord, ça va être égal à, conséquent, 1 demi de CE0 carré sin carré oméga 0t plus 1 demi de CE0 carré cos carré oméga 0t. Si ici je factorise par, on va garder nos bonnes habitudes de troisième, hein, quand on factorise, on peut factoriser comme ceci. J'espère qu'on est d'accord sur ça. Je vais quand même checker si j'ai pas fait de la merde ou quoi que ce soit, mais je pense que ça m'a l'air relativement correct. Et ensuite, on utilise cette propriété mathématique ici, qui nous dit que ceci c'est égal à 1. Et ce qu'on remarque, c'est que l'énergie totale, c'est égal. Donc l'énergie totale stockée, hein, si vous voulez, c'est égal à 1 demi de CE0 carré. Et on remarque que cette chose-là, 1 demi de CE0 carré, ça ne dépend pas du temps. Indépendant du temps. Si c'est indépendant du temps, ça veut dire que cette énergie stockée par l'ensemble du circuit se conserve. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette chose-là ici? Ça va être que ben, quand la bobine va se décharger, elle va envoyer toute son énergie dans le condensateur, et quand le condensateur lui va se décharger, il va envoyer toute son énergie dans la bobine. Et en fait, ils se font un petit peu un tour de passe-passe, chacun s'envoie au fur et à mesure son, son énergie. Alors, est-ce que c'est logique d'avoir ça? Ben, souvenez-vous que un fil, en physique, on nous dit qu'il n'a aucune, il n'y a pas de perte de tension au bord d'un fil. C'est-à-dire que le fil laisse passer librement le courant, il va pas empêcher le courant de passer. Est-ce que c'est logique d'avoir la même énergie qui est stockée? Ah oui, parce que tant qu'il n'y a pas de résistance, qu'est-ce qu'elle fait la résistance? Elle dissipe de l'énergie. Étant donné qu'il n'y a pas de résistance, qu'il n'y a que des fils qui ne dissipent aucune énergie, car il n'y a aucune différence de potentiel, eh ben, c'est tout à fait logique. On pouvait s'attendre à ça dès le début, de dire que l'énergie stockée par l'ensemble du circuit allait se conserver. Parce que, étant donné qu'il n'y a aucune résistance, on n'a aucune dissipation d'énergie, et donc, comme vous voyez là, comme le L va se décharger, envoyer l'énergie au C, le C va se décharger, envoyer l'énergie au L, etc., etc., c'est une boucle sans fin. On a bien une énergie qui est une énergie stockée qui est constante, qui se conserve. Donc en fait, il est très possible, très probable que en sujet d'oral ou dans un exercice un petit peu plus compliqué qu'un exercice, on va dire, d'application stricte du cours, vous ayez juste la question suivante, 5, montrer euh, que l'énergie stockée est constante. Et est-ce que c'est logique? Oui, est-ce que c'est logique? On va vous demander si vous avez ce recul-là, de savoir si la résistance est bien le dipôle qui dissipe de l'énergie dans un circuit. Un exercice qui serait très complet et très casse-tête pour les élèves, ce serait celui-ci. Pas plus compliqué qu'un exercice où on vous détaille, mais il faut juste avoir toutes ces idées-là de, de faire ces 4 petites questions au préalable
sans qu'on vous le demande. Alors, le truc, c'est que c'est très rare, hein, ça, même si on a un peu de recul, je pense que quand vous avez ce genre de questions-là, montrer que l'énergie stockée est constante, ben, ce qui va se passer dans votre tête, c'est la chose suivante, c'est que vous allez vous dire: «Bon, OK, énergie ici, l'énergie d'un condensateur, c'est, 1/2 de CU². L'énergie, de la bobine, c'est 1/2 de LI². Bon, bah, il faut que je trouve UC, il faut que je trouve I. Comment je fais pour trouver UC? Comment je fais pour trouver I? Je peux faire 2 équadifs. Ah, mais ça va être chiant de faire 2 équadifs. Ah, mais ce qu'on remarque, c'est que le I, c'est ce qui traverse la bobine et le condensateur. Donc si vous trouvez UC, bah, vous avez aussi accès à I par la loi courant tension. Ah ouais, mais pour avoir accès à UC, il faut d'abord établir l'équation différentielle. Donc vous allez établir l'équation différentielle, après la résoudre, après trouver UC, après trouver I, et après vous pourrez appliquer votre cette formule-là. Donc en fait, ces exercices ici sont très bien pour vous structurer un peu la pensée et vous dire, OK, ah d'accord, ça sert à ça. Parce que si vous n'avez pas ce recul-là, ça va être compliqué de faire des exercices qui sont beaucoup plus compliqués, où on vous demande juste la question ici que je viens de vous entourer en noir là, ici. Donc voilà. C'était un petit exercice assez intéressant pour se rendre compte de comment on pouvait avoir des exercices plus compliqués. Et c'était un exercice relativement, moi je le trouve vachement intéressant, notamment sur ce qu'on peut en conclure à la fin. Et calculatoirement, c'est plutôt pas mal. Ça fait appel à quelques notions qu'il faut connaître. Voilà, voilà.